Nouvelle-Calédonie, actualité. Une journée internationale dédiée aux tortues marines. Menacées puis protégées depuis la fin des années 80, nos tortues marines ne sont qu'une sur 1000 à atteindre l'âge adulte. Elles restent une espèce particulièrement vulnérable. On en parle ce soir avec Marc Aurémus, responsable du WWF de Nouvelle-Calédonie. C'est bientôt la fin des vacances pour les enfants. Hier, une poignée d'entre eux à tout haut ont pu permettre aux îlots de se débarrasser des saletés. Aujourd'hui, c'est à Canala, dans la mangrove de Saint-Paul, à la tribu de Naquéti, qu'une opération du même type a eu lieu. Cette fois-ci, en vue d'un futur potentiel projet touristique et surtout de préserver un lieu de vie aquatique et de ressources pour la pêche. À la fin de ce journal, Chloé Yentao nous emmènera rencontrer Jean-Marie Ganval, un sculpteur bien connu du pays. Il propose depuis plusieurs années des formations et fait partager son savoir-faire artistique. Dans Inspiré, vous êtes filmé, vous le découvrirez dans une formation pour adultes à la sculpture sur bois. Mais avant de poursuivre, actualité de nos transports aériens. La programmation des vols d'Air Calin est toujours perturbée depuis mardi. À ce jour, 2700 passagers sont impactés par ces problèmes techniques liés à des pannes sur l'A330neo et le Boeing 777, appareil loué pour remplacer le deuxième A330neo en maintenance à Bordeaux. On écoute Lionel Adrian, directeur général délégué d'Air Calin, au micro de Michel Pimbé. Alors en fait, on a eu une panne technique le mardi 13 juin sur un des A330neo de la compagnie, au départ de Nouméa pour Sydney. La panne technique se situe sur l'APU, qui est un moteur auxiliaire qui permet notamment de démarrer les moteurs principaux de l'avion. Et depuis cette date, nous nous efforçons de trouver les pièces nécessaires pour réparer cette panne, avec de grandes difficultés d'approvisionnement liées aux tensions, notamment sur les chaînes logistiques que connaît actuellement l'ensemble des opérateurs aériens. À partir de dimanche, effectivement, nous aurons l'ensemble de la flotte opérationnelle et nous programmerons tous les vols nécessaires au traitement des passagers qui sont actuellement en souffrance sur nos différentes escales. Cela va prendre encore plusieurs jours et vraisemblablement la situation sera rentrée dans l'ordre dans le courant de la semaine prochaine. Et la compagnie Air Calin exprime ses sincères excuses auprès de l'ensemble des passagers impactés par ces aléas. Les animaux emblématiques de notre lagon sont particulièrement touchés par la pression de l'homme. Les dugongs sont inscrits à l'UICN, les requins du lagon deviennent une espèce menacée et les tortues marines sont désormais protégées. Un point commun à leur vulnérabilité, le changement climatique. Et on en parle dans notre dossier Grande Cause. Nos doyennes des mers sont aujourd'hui à l'honneur en cette journée internationale des tortues marines. Malheureusement, plusieurs menaces pèsent sur ces espèces en danger, dont celle du réchauffement climatique. Conséquence principale, une féminisation des tortues qui pourrait menacer leur survie sur le long terme. Décryptage avec Maëlys Vézia. Cadre idéal pour la reproduction des tortues marines, le Caillou abrite plusieurs sites de ponte majeurs des tortues vertes et des tortues grosses têtes. Problème, la hausse de la température de l'eau et de l'air fait grimper celle des plages et modifie le cycle de reproduction de ces populations. Comme la plupart des reptiles, le futur sexe des tortues n'est pas déterminé lors de la fécondation, mais par la température durant le temps d'incubation de l'œuf. Si elle est inférieure à 28,2 degrés, les embryons deviendront des mâles. Au-dessus de ce seuil de température, les femelles seront majoritaires. Lieu emblématique des naissances, la Roche-Percée et la baie des Tortues représentent le deuxième plus gros site de ponte des tortues grosses têtes dans le Pacifique Sud. Ici, la température du sable enregistrée depuis 2019 avoisine les 30 degrés. Conséquence, plus de 95% des bébés sont des femelles. Déjà en 2011, des premières études alertaient sur le phénomène. À terme, ce déséquilibre pourrait menacer la survie de l'espèce qui a vu 80% de sa population chuter en 60 ans. Cette hausse des températures pourrait également changer la morphologie et la capacité physique des bébés. Au-delà de 34 degrés, c'est la mort des embryons assurée. En plus du réchauffement climatique, le cycle de reproduction est perturbé par les pressions anthropiques. À ce jour, seul un bébé tortue sur 1000 arrive à l'âge adulte.
L'IRD et WWF mènent actuellement un vaste programme de recherche pour inverser la tendance et améliorer les chances de survie de nos tortues marines. Pour aller plus loin et en apprendre davantage sur ces espèces menacées et protégées, nous recevons Marc Aurémus, responsable du bureau WWF de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir Antoine. On vient de le voir dans le reportage, le WWF est associé à l'IRD pour étudier cette féminisation des tortues. Où en sont vos recherches à ce jour ? Alors aujourd'hui, les recherches qui sont menées par un doctorant, Hugo Bourgogne, sont dans la dernière ligne droite de ce projet. On a déjà un certain nombre de résultats très intéressants en lien avec l'étude de la température des nids, qui, comme votre reportage l'a montré, effectivement ne rassure pas sur la situation de la Roche-Percée. Effectivement, il fait très chaud là-bas et on n'a quasiment que des femelles qui sont issues de ce site de ponte. En revanche, les travaux que mène Hugo dans le Grand Lagon Sud sont plus optimistes puisqu'on a eu la bonne surprise avec les relevés de température de constater que sur cette zone-là, en revanche, on a un équilibre qui est bien plus proche de la normale avec une production de mâles près de 50% à peu près sur les nids. Mais alors ce processus de féminisation est-il irréversible ? Alors, étant donné que le changement climatique tel qu'il est engagé aujourd'hui est irréversible sur une période de temps qui dépasse de bien loin la période, l'espérance de vie humaine, oui, on peut dire que c'est irréversible. La situation ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, même si on a des pratiques et des émissions de gaz à effet de serre bien moindres. C'est quelque chose avec lequel il va falloir gérer aujourd'hui et dealer. La problématique de féminisation va s'intensifier dans les années à venir et donc il va falloir trouver des solutions pour faire en sorte que les populations de tortues marines ne soient pas vouées à l'extinction à cause de ce phénomène. Vous l'avez dit, ce phénomène risque de s'accentuer. Est-ce qu'il va provoquer d'autres impacts sur les tortues, notamment au niveau de leur station de nourrissage par exemple ? Effectivement, les tortues marines se nourrissent très souvent sur des zones côtières. C'est le cas de presque toutes les espèces sauf la tortue lutte. Et notamment, les zones qu'elles vont affectionner vont être des zones proches des récifs coralliens, des herbiers, qui sont des écosystèmes qui, on le sait, sont en première ligne du changement climatique, qui subissent déjà les conséquences de ce changement. Et on observe notamment ce phénomène de manière assez violente sur la Grande Barrière de Corail, qui, on le sait maintenant, est également une zone que les tortues calédoniennes affectionnent. On a beaucoup de nos tortues, et particulièrement des tortues vertes, qui se rendent sur cette zone de la Grande Barrière de Corail pour s'alimenter. Et donc, on peut vraiment s'inquiéter du futur de ces tortues sur ces zones-là qui vont être de plus en plus touchées par les conséquences du changement climatique. D'autres menaces que le changement climatique pèsent-elles sur les tortues ? Malheureusement, oui. Les tortues sont de grandes voyageuses, comme on vient de le voir sur cette cartographie des déplacements qu'on a enregistrés avec des balises Argos. Le fait qu'elles se déplacent autant fait qu'elles sont encore plus susceptibles de rencontrer diverses menaces à différents niveaux, sur différents endroits. Ces menaces, elles vont être du type prise accidentelle dans les filets de pêche, une menace très importante, les conséquences aussi de la pollution plastique sur certaines zones. Et puis, il y a également encore des zones où les tortues sont prélevées de manière légale ou illégale, où les sites de ponte et les sites d'alimentation sont également détériorés, pas que par le changement climatique, mais également par le développement urbain et industriel. Et donc, malheureusement, oui, les tortues sont menacées par une diversité de pressions qui fait qu'aujourd'hui, elles sont hautement menacées. Hautement menacées, est-ce qu'elles sont en voie d'extinction ? On peut le dire. Pas toutes les populations sont dans la même situation, mais certaines espèces, par exemple la tortue imbriquée, est menacée d'extinction à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Pour ce qui est des tortues grosses têtes, il y a des zones où elles s'en tirent mieux que d'autres. C'est pas le cas malheureusement dans le Pacifique Sud, chez nous, où, comme vous le disiez dans le reportage, 80% ont disparu. Donc globalement, on est dans une situation qui est critique pour l'ensemble des espèces et pour la plupart des populations de tortues marines dans le monde. Marc Aurémus, nous sommes bien lotis en Nouvelle-Calédonie en matière de préservation, de sensibilisation de nos tortues marines. Je pense notamment à Boira Tortue Marine, à Bourail. Vous, le WWF, vous réalisez tous un travail conséquent. Est-ce assez ?
Alors effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs qui s'intéressent aux tortues marines, entre les collectivités qui travaillent dessus, les associations, l'aquarium, vous l'avez cité, Boira Tortue Marine, toutes ces personnes avec qui on travaille notamment sur des projets. Le projet de balisage illustré est un projet très collaboratif. On a travaillé avec Boira Tortue Marine et avec beaucoup d'autres. Et on travaille également à essayer de renforcer, améliorer la protection des tortues en Calédonie, notamment dans un groupe de travail qui s'appelle le plan d'action tortue qui réunit tous les acteurs calédoniens. Est-ce que c'est assez ? Ça, c'est une autre question. Clairement, il y a une volonté de renforcer notre investissement à la fois humain, financier, sur la protection de ces animaux. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, je dirais non, ce n'est pas encore assez, mais la volonté est là, les acteurs sont là, donc on a tout ce qu'il faut. En tout cas, on est bien lotis pour mettre en œuvre de belles choses et renforcer la résilience et la protection de ces animaux. Marco Remus, responsable du VVF de Nouvelle-Calédonie, merci et poursuivons nos efforts. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Environnement marin toujours, raies et requins des récifs sont plus en danger qu'on le pensait à travers le monde. Leurs effectifs se seraient réduits de moitié, voire de 60%. C'est le résultat avancé par un consortium de scientifiques dans une publication parue aujourd'hui dans la revue Science. L'étude repose sur l'enregistrement de vidéos sous-marines réalisées dans plus de 60 pays, dont la Nouvelle-Calédonie. Ces résultats tombent alors que la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie poursuivent la mise en œuvre de campagnes de régulation. C'est non seulement inefficace mais délétère pour les écosystèmes et d'autres solutions existent, a commenté le scientifique et co-auteur de l'étude Éric Luard. Affaire à suivre. Environnement, toujours, opération ramassage de déchets dans la mangrove de Saint-Paul à la tribu de Naketi à Canala aujourd'hui. Une vingtaine de mamans et d'enfants de la tribu se sont retrouvés pour nettoyer ce milieu de pêche qu'ils fréquentent tous les jours en vue d'un projet touristique qu'elles souhaitent mettre en place. Voyez ce reportage de Anissa Toussi. Voilà, plastique et encore de plastique. Bouteilles en plastique, claquettes ou encore pneus de voiture. De nombreux déchets sont collectés en 4 heures par les enfants et les mamans de Naketi. Ce sont pour la plupart des déchets ménagers provenant de la tribu. Ils sont emportés par les inondations lors de fortes pluies et se retrouvent dans la mangrove. Cette opération a pour objectif de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Elle entre aussi dans le cadre d'un projet touristique que les mamans de Saint-Paul souhaitent développer. On travaille en partenariat avec un gîte du bord de mer, gîte Beau-Rivaz. Eux, ils accueillent les touristes et ils nous les envoient. Puis nous, on veut faire de la visite dans les mangroves avec des canoës-kayaks et avec des bateaux et montrer aux touristes comment faire, mettre les nasses, comment pêcher les balourdes, ramasser les coquillons. Alors avant de les faire entrer dans la mangrove, on va faire un petit nettoyage avant parce qu'on a vu que c'était tellement pollué que on va nettoyer d'abord, puis comme on prépare la fête communale, on pense emmener des touristes là pour la fête de la mandarine. Miser sur l'authenticité des lieux et les rendre plus attrayants pour développer le tourisme dans la région, ces dames l'ont bien compris. La mangrove est un refuge de biodiversité. Elle a plusieurs rôles dans un écosystème. Servant entre autres de nurserie pour les alevins et de garde-manger pour les hommes. Cependant, avec toute cette pollution, un triste constat est fait par les mamans. Il y a de moins en moins de palourdes. C'est plus comme avant. Avant, on avait un coin, on allait là, c'est sûr qu'on allait pêcher une dizaine de grammes. Maintenant, on va chercher, on cherche. Puis c'est rare qu'on trouve des gros crabes, des grosses palourdes, tout ça là. C'est plus comme avant. Avec la pollution que nous on subit là, avec les 3 mines qu'on a, puis là on a fait que 100 mètres, 200 mètres, on n'est pas arrivé encore on n'a pas fait des kilomètres encore. On a déjà rempli quelques pochons de déchets et il y en a trop. Puis il faudrait qu'on le fait souvent, plus souvent. Pour cette première opération de nettoyage, une trentaine de poches de déchets est récoltée en une matinée. Les déchets seront par la suite récupérés par la municipalité et conduits à la déchetterie. Les mamans de la tribu projettent de renouveler l'opération très prochainement.
Passons à présent à la chronique de Chloé. Inspiré, vous êtes filmé. On vous propose une rencontre avec Jean-Marie Ganneval. Cet artiste sculpteur bien connu au pays enseigne depuis plusieurs années son savoir-faire artistique. Chloé Yentao s'est invitée dans un cours de sculpture sur bois destiné aux adultes qu'il donne chaque semaine à l'Art Factory à Nouméa. Aujourd'hui, je me trouve à l'Art Factory, cet espace culturel qu'abrite la Maison Cheval à Nouméa, pour y rencontrer l'artiste sculpteur Jean-Marie Ganneval qui donne des cours de sculpture sur bois chaque semaine. Salut JM. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ouais, le chêne rouge il est bien, mais il se travaille mieux, mais j'aime pas qu'il y ait des petits trous là. Je m'appelle Jean-Marie Ganneval, je fais de la sculpture sur bois, sur pierre et sur métal. En général, c'est selon l'idée que j'ai que tel ou tel matériau va mieux s'adapter à mon idée. Et avant, je partais d'un matériau et puis j'allais vers une idée. Maintenant, c'est plutôt l'idée qui va dire il faut que je trouve une pierre ou il faut que je trouve un bois ou de l'inox ou du bronze. Et c'est vrai que j'aime bien faire des grandes sculptures, ça me plaît bien. Après, les commandes ne sont pas toujours là, donc j'essaie de faire quand il y a des commandes, quoi. Parce que sinon, on se les garde dans le jardin. Il faut un grand jardin. Ouais, c'est ça. Je suis prêt pour mon cours. C'est ta vieille scie sauteuse ? Ouais, elle a 30 ans. Elle a 30 ans ? Ouais. Waouh. Donc avant, c'était pas là les mêmes bécanes. Elle est plus vieille que moi, quoi. Alors moi, je trouve que c'est très important de transmettre, dans quel que soit le domaine où on travaille, le lien avec les autres, parce que les sculpteurs, on est quand même assez renfermés dans notre petit monde. Là, on s'ouvre aux autres, on partage ce qu'on aime, ce qu'on connaît, ce qu'on a accumulé comme connaissances. Et du coup, ça me permet aussi de fixer ces connaissances dans ma tête et puis aussi de les retransmettre. Et j'ai l'impression que ça vide un peu mon bagage, quoi. Après, je me sens plus léger aussi à faire cette retransmission. Donc je pars chercher. Tu pars d'où tu le sens. Simplement, quand tu sens que ça bloque ou que ça s'arrache, ça veut dire que c'est l'autre sens. Voilà, puis tu essaies de te repérer un peu à la ligne. Okay. Comme ça, tu te retrouves à un niveau un peu homogène, puis il faut que ce soit propre, quoi. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des talents et d'emmener des gens vers d'autres niveaux, qui partent à un niveau et qui montent, quoi. Et je suis vachement attiré, là je donne des cours du soir donc pour les adultes et aussi des cours au Camp Est, et dans les deux cas je trouve mon public parce que c'est des gens qui ont du potentiel et que je vois que je donne de l'essence à leur moteur, quoi. Alors c'était un bloc à la base ? C'est ça ? Oui, un bloc. Donc ça fait combien de temps que tu l'as commencé là ? Ça fait, on va dire, depuis février, sachant que c'est tous les mardis soirs, à peu près 4 heures de cours. C'est un réel plaisir, je ne connaissais pas du tout cette matière. Moi, à la base, je connaissais plutôt la terre glaise, plus malléable. Et c'est vrai que c'est vraiment une technique différente. Moi, j'essaie surtout de voir ce dont les gens ont envie et puis de m'adapter à leur projet et d'essayer de le rendre faisable et de le faire au mieux, quoi. Et puis de le faire au mieux. Et du coup, ils apprennent un petit peu à travers moi, ma manière de faire qui est particulière, qui n'est pas celle de tout le monde. Et du coup, l'échange est aussi dans ce sens-là, quoi. Et je pense que ça peut être intéressant que tes ventouses, elles soient peut-être plus hautes que ça. On va voir. Qu'est-ce qui te plaît, toi, justement, dans la sculpture sur bois là ? C'est de voir, en fait, au fur et à mesure qu'on taille la masse, c'est de voir apparaître son œuvre. Oui. Et c'est satisfaisant. C'est hyper agréable. Alors après, il a choisi le bois aussi, qui est assez tendre et je trouve qu'il est assez, justement... agréable à travailler. Agréable à travailler, voilà. Yes. Et puis au fur et à mesure, je trouve que c'est génial de voir apparaître, on ne s'imagine pas qu'on est capable de faire ça. C'est chouette. Donc voilà. Et bravo Aurélie. Merci. Je te laisse continuer. Ouais, j'entre dans les détails là. Alors c'est pas la première fois que je donne des cours. Là cette année, c'est vrai que j'ai mis un peu le paquet. Mais j'avais beaucoup fait avec les maisons de quartier, avec des projets de la mairie. J'avais trouvé génial aussi parce qu'il y a plein de jeunes talents qui attendent que ça, qu'on leur mette un peu d'engrais là. Et les cours du soir, pour l'art, c'est vraiment agréable, quoi. Rappelle-moi ton prénom. Comme Patrick fait, moi je vous dis de descendre à plat parce que je suis un peu maniaque. Mais si vous voulez descendre en faisant des vagues ou en faisant, vous avez le droit.
Ah, super. C'est 3-4 heures de sculpture. Et puis, un petit moment aussi où on sort un peu à manger, on boit un petit verre. Voilà, c'est un moment agréable aussi de partage. Et puis moi, j'aime que ce soit comme ça, quoi. Poursuivons avec un peu de sport en natation. Après Maxime Grousset, la Calédonienne Emma Terebo est championne de France. Elle remporte le 200 mètres d'eau en 2 minutes 9 secondes et 35 centièmes. Un temps qui lui permet de se qualifier pour les mondiaux qui auront lieu au Japon du 13 au 30 juillet. La Calédonienne, plus attendue sur le 100 mètres d'eau, avait terminé 5e des derniers mondiaux sur cette distance. Sur 200 mètres, elle tentera de faire mieux que sa 12e place l'an dernier lors des championnats du monde de Budapest. Du spectacle avant de nous quitter. Pendant 2 semaines, la compagnie métropolitaine Racine Carrée est en tournée à Dambéa. Elle propose un spectacle destiné aux jeunes pour stimuler leur créativité et les sensibiliser à la langue au travers du hip-hop. Mercredi, ils étaient à la maison de quartier de Val-Suzon. Anna Mazer-Pirodon les a rencontrés. Ils ont amené avec eux leur bonne humeur, mais aussi leur expérience. Leur but, appréhender la complexité de la langue au travers de l'art hip-hop. Alors nous, en métropole et en Europe, on a travaillé beaucoup avec des publics scolaires et on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport au jeu et un rapport à l'erreur qui était complètement différent de celui que nous on appréhende avec la danse hip-hop. Et en fait, on s'est dit, en faisant référence au travail de Maria Montessori, de Freinet et plein d'autres méthodes pédagogiques autour de l'apprentissage par le jeu, qu'en fait c'était un bienfait et qu'on pouvait apprendre énormément de choses en s'amusant. Une manière de faire oser les jeunes sans qu'ils se sentent coupables de leurs erreurs. Pour certains, faire un néologisme, c'est une faute. Et pour d'autres, un néologisme, c'est créer quelque chose. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on est vraiment à la frontière entre où est l'erreur, où est la créativité. Et c'est pour ça que par le biais artistique, c'est vraiment incroyable parce qu'en réalité, il n'y a pas de vraie erreur dans l'artistique parce que qui définit qui est le beau et qui définit qui est le pas beau, qui est le mauvais. Une méthode qui a porté ses fruits, les jeunes ont pris le micro pour se laisser aller au beatbox. Et du coup, le beatbox, on apprend avec des phrases. Et mine de rien, de dire, voilà, petit K, on apprend le beatbox. Il y a des consonnes, il y a des voyelles. C'est des choses qu'on pourrait travailler en français. Ça pourrait être aussi un exercice d'orthophoniste. Travailler sur l'articulation, la prononciation. Donc voilà, en gros, c'est toujours la même chose, c'est apprendre en jouant. Et là, c'est entre guillemets apprendre un art, apprendre du beatbox, apprendre une discipline du hip-hop. O-News Radio sur outremernews.fr.